Qu'est-ce que cela ferait de vivre sur une planète gravitant autour d'une étoile si énorme que, comparé à elle, notre Soleil ressemble à un minuscule grain de poussière? Eh bien, vous pourriez le découvrir si vous parveniez à visiter l'une des planètes en orbite autour de l'étoile WOH G64. Il s'agit d'une hypergéante rouge, une énorme étoile située dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite assez proche de notre Voie lactée. Les hypergéantes rouges du Grand et du Petit Nuage de Magellan offrent une excellente occasion de tester par l'observation la théorie actuelle de l'évolution stellaire pour les étoiles massives. WOH G64 est probablement la plus grande étoile que nous ayons trouvée jusqu'à présent. C'est un véritable poids lourd qui émet une lumière incroyablement brillante. Pour mieux comprendre la taille de cette méga-étoile, mettons-la en perspective. Comparé à notre astre, le rayon de WOH G64 est environ 1540 fois plus grand. En d'autres termes, c'est comme comparer un minuscule grain de sable à un ballon de basket. Si nous placions WOH G64 au centre du système solaire, la surface de cette étoile s'étendrait au-delà de l'orbite de Jupiter, engloutissant Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter elle-même. En effet, le rayon moyen de l'orbite de Jupiter est environ 1000 fois supérieur au rayon du Soleil. Quant à Saturne, le rayon de son orbite est environ 2000 fois supérieur. Par conséquent, WOH G64, dont le rayon moyen est 1500 fois supérieur à celui du Soleil, se situe entre les deux. Et si vous étendiez l'enveloppe de poussière de l'étoile, elle couvrirait une distance d'environ une année-lumière, ou 9461 milliards de kilomètres. Cette étoile n'est pas seulement gigantesque, elle est aussi immensément brillante. En fait, il s'agit de l'une des étoiles les plus lumineuses que nous connaissions. La luminosité est la quantité totale d'énergie émise par une étoile par unité de temps. La lumière émise par WOH G64 est environ 282 000 fois plus brillante que celle de notre Soleil. Mais l'une des caractéristiques les plus étonnantes de WOH G64 est peut-être l'enveloppe de poussière qui l'entoure. En 2007, les astronomes ont découvert, à l'aide du très grand télescope, que WOH G64 était entouré d'un nuage en forme de tore. Ce nuage est si épais qu'il masque en partie l'étoile. Cette enveloppe de poussière est constituée de la matière que l'étoile a expulsée. Elle contient entre 3 et 9 fois la masse du Soleil. L'étoile dont nous parlons a été découverte dans les années 1970 par les astronomes Westerlund, Hollander et Hedin. C'est de là que viennent les 3 premières lettres de son nom. Il s'agit d'une abréviation formée à partir du nom de ses découvreurs. Par ailleurs, Westerlund a également découvert une autre supergéante rouge remarquable, Westerlund 126. Elle a été repérée dans un amas d'étoiles massif appelé Westerlund 1, dans la constellation de l'Autel. Mais revenons à WOH G64. Les scientifiques ont remarqué que cette étoile se situe très près de la limite de Hayashi, voire au-delà. Il s'agit d'une contrainte théorique sur le rayon maximal d'une étoile pour une masse donnée. Une condition dans laquelle la force de gravité vers l'intérieur est compensée par la pression du gaz vers l'extérieur. À l'heure actuelle, l'étoile WOH G64 a atteint un tel niveau d'évolution qu'elle ne peut plus conserver son atmosphère en raison de sa très faible densité, de sa forte pression radiative et de l'opacité relative des produits de la fusion thermonucléaire. C'est pourquoi sa perte de masse moyenne est l'une des plus importantes que nous connaissions jusqu'à présent. Elle est même inhabituellement élevée pour une hypergéante rouge. WOH G64 présente également un spectre inattendu d'émissions nébulaires. Le gaz chaud est riche en azote et a une vitesse radiale plus positive que celle de l'étoile, ce qui est un phénomène tout à fait inhabituel. Cette étoile pourrait avoir un compagnon potentiel, une étoile bleue de la séquence principale. Si c'est le cas, WOH G64 sera considérée comme une étoile binaire. Cependant, cette théorie n'a pas encore été confirmée. En partie parce que les nuages de poussière intermédiaires rendent très difficile toute étude de l'étoile. Quoi qu'il en soit, WOH G64 est absolument fascinante. Non seulement en raison de sa taille gigantesque, mais aussi de son incroyable luminosité et de sa mystérieuse enveloppe de poussière. C'est un excellent exemple de ce que notre univers peut avoir d'inattendu et d'étonnant. En outre, ces grandes étoiles exceptionnelles sont sans aucun doute des sujets d'observation astronomique importants. Les résultats de leur étude nous permettent de corriger les restrictions sur les propriétés des étoiles dans le cadre des modèles modernes. Pour tester l'applicabilité des modèles, les exceptions aux règles sont particulièrement précieuses. Récemment, le télescope spatial James Webb a repéré quelque chose que personne ne s'attendait à voir.
Il pourrait s'agir d'un nouveau type d'étoile né dans les premiers instants de l'univers. Et le plus étonnant, c'est que cette étoile est probablement alimentée par de la matière noire. En effet, environ 84% de la matière présente dans l'univers n'émet ni n'absorbe de lumière. Les astronomes appellent cette matière, qui ne peut être ni vue directement ni détectée par des moyens indirects, la matière noire. Elle est censée affecter la matière visible, le rayonnement et la structure même de l'univers. Aujourd'hui, nous disposons de plusieurs détecteurs qui recherchent des particules massives en interaction faible, c'est-à-dire ce dont la matière noire pourrait être composée. Mais jusqu'à présent, les chercheurs n'ont rien trouvé de tel. L'une des études les plus récentes affirme que la matière noire pourrait produire de longs courants à grains fins qui rayonneraient à partir de la Terre comme des cheveux et se répandraient dans tout l'univers. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Revenons maintenant aux étoiles noires, ces astres qui pourraient être alimentés par cette mystérieuse matière noire. Le concept même de ces étoiles reste hypothétique. Les astronomes ne sont pas encore certains que ce soit bien cela que nous révèlent les images reçues par le télescope James Webb. Mais si seulement l'une des 3 candidates repérées par les scientifiques s'avérait correspondre à ce nouveau type d'étoile, nous pourrions nous faire une meilleure idée de la façon dont les étoiles se sont formées dans les premiers temps de l'univers. De plus, nous pourrions découvrir quelque chose de nouveau sur la matière noire et même comprendre comment les trous noirs supermassifs sont apparus dans l'univers. Le terme « étoile noire » a été mentionné pour la première fois en 2007. Ces objets pourraient être parmi les premiers types d'étoiles à s'être formés dans l'univers. Ils n'ont pas encore été observés. Mais selon les astronomes, il est possible que ce soit la chaleur générée par les interactions de la matière noire qui les alimente, et non pas la réaction de fusion nucléaire, comme c'est le cas pour notre Soleil. D'après certains experts, les étoiles noires ont probablement un aspect très étrange. Elles pourraient être issues de nuages d'hydrogène et d'hélium, contenant de grandes quantités de matière noire. Nous ne connaissons toujours pas la nature de cette matière. Mais il existe une théorie selon laquelle les particules de matière noire pourraient interagir entre elles, s'annihiler lors de leur collision, et produire ainsi d'énormes quantités de lumière et de chaleur. Cette chaleur empêcherait alors les nuages d'hydrogène et d'hélium de se condenser. Et ces gaz ne seraient pas en mesure de créer des noyaux denses et chauds, semblables à ceux que possèdent les étoiles actuelles. Sans la condensation du nuage de gaz, les étoiles noires pourraient atteindre des dimensions phénoménales. En théorie, une étoile noire pourrait être environ 10 fois plus large que l'orbite de notre planète autour du Soleil. Imaginez la taille d'un tel monstre dans l'espace. Ces étoiles seraient également des millions de fois plus massives que notre astre, et leur lumière pourrait être des milliards de fois plus intense. C'est peut-être la raison pour laquelle James Webb a réussi à les repérer. Pour tenter d'identifier d'éventuelles étoiles noires, les scientifiques ont examiné minutieusement certaines galaxies primitives capturées par le télescope James Webb. Ils ont ainsi pu repérer plus de 700 objets susceptibles d'être apparus au cours des 100 premiers millions d'années ayant suivi l'apparition de l'univers. Et c'est exactement à ce moment que nous situons la naissance des étoiles noires. La lumière provenant d'objets apparus il y a si longtemps est distendue, ou, comme le disent les astronomes, décalée vers le rouge. L'équipe chargée d'examiner les images a donc choisi 4 objets dont le décalage vers le rouge avait déjà été confirmé. Cela signifie que les chercheurs examinent aujourd'hui certains des plus anciens objets spatiaux observés à ce jour. Ces objets pourraient être de minuscules galaxies datant de l'époque où notre univers était encore extrêmement jeune. Malheureusement, comme ils sont très éloignés, la résolution du télescope James Webb n'est pas suffisante pour déterminer s'il s'agit bien de galaxies ou simplement de grosses étoiles super brillantes. Astronomes passionnés, approchez, car une grande nouvelle vous attend. Des chercheurs ont récemment achevé la cartographie complète de 2 paires d'étoiles situées au-delà de notre galaxie, la Voie lactée, qui dévore littéralement leurs voisines stellaires. Cette avancée enrichit non seulement notre compréhension des étoiles, mais offre également de nouvelles perspectives pour mesurer les distances dans l'immensité du ciel nocturne. Saviez-vous que plus de la moitié des étoiles de notre Voie lactée existaient en binôme ? Bien qu'il soit probable que d'autres galaxies abritent également de nombreuses étoiles binaires, leur faible luminosité les rend généralement invisibles. Cependant, les étoiles dites symbiotiques, où une étoile absorbe l'autre, se distinguent par leur brillance exceptionnelle, ce qui facilite leur étude. Les scientifiques estiment que l'analyse des orbites de ces systèmes constitue une étape cruciale pour comprendre si d'autres galaxies produisent des étoiles binaires comparables à celles de la Voie lactée. Entrons maintenant dans les détails.
Bien qu'un couple d'étoiles puisse naître simultanément, leur évolution diffère selon leur masse respective. L'étoile la plus massive consomme son carburant plus rapidement, atteignant plutôt la fin de son cycle de vie pour devenir une naine blanche compacte. Ces naines blanches, bien que petites et peu lumineuses, concentrent une masse équivalente à celle du Soleil dans un volume comparable à celui de la Terre. Si elles sont suffisamment proches de leur compagne, leur gravité peut en capter la matière, produisant ainsi un signal détectable à de grandes distances. Les systèmes d'étoiles symbiotiques récemment cartographiés se nomment Draco C1 et LIN 358. Les étoiles de Draco C1 mettent environ 3 années terrestres à compléter une orbite l'une autour de l'autre, tandis que celles de LIN 358 l'accomplissent en temps un peu plus de 2 ans. Il s'agit des premières mesures orbitales complètes effectuées sur des systèmes symbiotiques au-delà de la Voie lactée. Ces données inédites fourniront aux astronomes des clés pour mieux comprendre la formation des étoiles dans d'autres galaxies. Dans certains systèmes symbiotiques, une naine blanche peut accumuler suffisamment de matière provenant de sa compagne pour exploser en une supernova. Ces dernières, d'une intensité lumineuse spectaculaire, sont visibles à travers l'univers. Comme elles atteignent toutes une luminosité initiale identique pour un observateur proche, elles servent de bougies standard pour mesurer les distances cosmiques. Bien que Draco C1 et LIN 358 soient peu susceptibles de connaître une telle explosion dans un avenir proche, leur étude contribue à éclairer les mécanismes d'évolution de ces références stellaires. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les étoiles les plus étranges, rassurez-vous, nous n'avons pas encore fini. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les étoiles les plus gigantesques de l'univers ? Les scientifiques ont récemment identifié une étoile colossale baptisée Uig-Iko Scuti. Située à environ 9500 années-lumière de la Terre, elle dépasse toute commune mesure. Elle est environ 1700 fois plus grande que notre Soleil, ce qui signifie que si elle se trouvait dans notre système solaire, elle s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Mais ce n'est pas tout. Uig Scuti n'est pas uniquement immense, elle est également d'une luminosité spectaculaire. Classée comme une supergéante rouge par les scientifiques, cette étoile brille avec une intensité environ 340 000 fois supérieure à celle de notre astre. Toutefois, si vous imaginez profiter de ces rayons pour bronzer, oubliez cette idée. Elle est bien trop éloignée pour cela. Vous vous demandez peut-être comment une étoile telle Uig Scuti a pu se former ? Comme pour toute autre étoile, tout commence par un nuage de gaz et de poussière qui s'effondre sous l'effet de sa propre gravité, générant une chaleur croissante. Lorsque la température au cœur du nuage atteint un seuil critique, la fusion nucléaire s'enclenche et une étoile voit le jour. Mais Uig Scuti a poursuivi sa croissance, absorbant toujours davantage de gaz et de poussière pour devenir un véritable colosse. Ce processus s'est poursuivi jusqu'à ce qu'elle atteigne les dimensions qu'on lui connaît aujourd'hui. Bien que fascinante, Uig Scuti n'est pas la seule étoile géante de l'univers. D'autres, comme VI Canis Majoris, ont également retenu l'attention des scientifiques. VI Canis Majoris, autrefois considérée comme la plus grande étoile avant qu'Uig Scuti ne s'impose, reste néanmoins impressionnante. Avec un diamètre environ 1400 fois supérieur à celui de notre Soleil, elle se situe à environ 5000 années-lumière de notre planète. Mais voici le plus impressionnant. Des étoiles comme Uig Scuti et Canis Majoris ne sont même pas les plus grandes structures de l'univers, loin de là. Il existe des objets appelés hypergéantes qui font paraître ces étoiles insignifiantes. Parmi elles se trouve Stephenson 2-18, situé à environ 21 000 années-lumière. Avec une taille presque 2150 fois supérieure à celle de notre Soleil, elle brille avec une luminosité équivalente à celle de 7 millions d'entre eux. Et si cela vous semble déjà extravagant, sachez qu'un objet mystérieux, surnommé le Grand Attracteur, exerce une force gravitationnelle sur tout le groupe local de galaxies, les attirant irrésistiblement. La nature et la cause de ce phénomène demeurent inconnues. Mais une hypothèse évoque la présence d'un amas gigantesque d'hypergéantes. Face à une telle entité, nous serions absolument minuscules. Passons maintenant à une étoile des plus originales, pratiquement sortie d'un concert de heavy metal. Blague à part, les scientifiques ont découvert une étoile appelée Soonen à métaux lourds, un astre exceptionnellement riche en métal. Cette étoile renferme plus de métaux dans sa composition que n'importe quelle autre étoile observée à ce jour.
Des éléments tels que le fer, le nickel et le chrome y abondent, avec une teneur en fer environ 10 000 fois supérieure à celle de notre Soleil. Pour cette découverte, les astronomes ont eu recours à la spectroscopie, qui consiste à analyser la lumière émise par l'étoile afin d'en identifier les éléments constitutifs. En examinant le spectre lumineux, les scientifiques ont mis en évidence une composition anormalement riche en métaux, ce qui distingue cette étoile de toutes les autres. Et ce n'est pas tout. Cette sous-naine à métaux lourds ne se distingue pas uniquement par sa richesse en métaux. Elle présente d'autres caractéristiques étonnantes. Non seulement elle est plus petite et plus froide que notre Soleil, mais elle est également d'une ancienneté remarquable. Elle remonte presque au début de l'univers. Que signifie tout cela? Les scientifiques espèrent qu'en analysant cette sous-naine à métaux lourds, ils pourront approfondir leurs connaissances sur l'univers primitif. Puisque cette étoile remonte à l'époque où l'univers commençait à se former, elle a été témoin d'événements majeurs. L'étude de sa composition et de ses propriétés pourrait offrir des indices précieux sur l'aspect et les conditions de l'univers à ses origines. La prochaine étoile sur la liste est véritablement captivante. Il s'agit de Vega, l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne. Beaucoup la reconnaissent comme ce point lumineux éclatant dans la constellation de la Lyre. Et le plus impressionnant, elle n'est située qu'à environ 25 années-lumière de nous, ce qui, à l'échelle de l'univers, est pratiquement la porte à côté. Les scientifiques étudient Vega depuis des décennies et ont fait des découvertes fascinantes. Par exemple, Vega est une étoile relativement jeune, âgée de seulement quelques centaines de millions d'années. Cela peut sembler long, mais comparé aux 4,6 milliards d'années de notre Soleil, Vega fait figure de nouveau-né. En plus d'être jeune, Vega est extrêmement chaude, avec une température de surface avoisinant les 9400 degrés Celsius. Pour mettre cela en perspective, la surface de notre Soleil atteint environ 5500 degrés Celsius. Alors, si vous trouvez la chaleur terrestre difficile à supporter, imaginez ce que serait une journée sur Vega. Une autre chose intéressante au sujet de cette étoile est qu'elle est entourée d'un disque de poussière et de gaz, appelé disque de débris. Ce disque est constitué des restes de matériaux issus de la formation de l'étoile. Les scientifiques estiment que ce disque est comparable à celui qui entourait notre système solaire dans ses premiers jours. Vega est également une source de rayons cosmiques. Ces rayons sont des particules à haute énergie qui traversent l'espace à des vitesses phénoménales. Ils sont composés de protons, d'électrons et d'autres particules, mais leur origine exacte demeure un mystère pour les scientifiques. Cependant, ils savent que Vega est l'un des lieux d'où proviennent ces rayons cosmiques. Mais ce n'est pas tout. Vega est aussi une étoile emblématique dans la culture populaire. Elle figure dans de nombreux ouvrages comme source d'inspiration, principalement grâce à sa luminosité et à ses caractéristiques fascinantes. Imagine un être si puissant qu'il pourrait aspirer des galaxies entières, si mystérieux qu'il serait invisible à l'œil nu, et si impressionnant qu'il pourrait plier l'étoffe même de l'espace et du temps. Je te présente ma mère. Mais non, je plaisante. Il s'agit en réalité de l'ultime super-héros de notre univers, l'étoile Trou Noir. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Nous allons voir ça. L'univers est rempli de merveilles, et cette étoile est l'une des plus impressionnantes d'entre elles. Sa force supermassive est capable de bousculer les lois de la physique, une véritable énigme que les scientifiques doivent encore élucider. Pas étonnant qu'elle fascine les auteurs de science-fiction. Une étoile trou noir, ou quasi-étoile, est une étoile hypothétique extrêmement massive et lumineuse qui pourrait avoir existé au commencement de l'univers. Selon nos calculs, elle brillait autant qu'une petite galaxie. Mais contrairement aux étoiles modernes, elle n'était pas alimentée par la fusion nucléaire. Son énergie provenait de la matière que le trou noir qu'elle possédait en son cœur aspirait. Et oui, tout comme un trou noir normal, ces étoiles avaient le pouvoir d'aspirer tout ce qui s'en approchait, des étoiles, de la poussière et même des galaxies. Mais comment est-il possible qu'une étoile naisse d'un trou noir? Et comment pouvait-il coexister? Voyons d'abord comment naissent les trous noirs en général. Tout commence par une étoile supermassive, c'est-à-dire une étoile faisant plusieurs fois la masse de notre Soleil. Cette étoile géante brûle intensément et brille de la lumière d'1 million de soleils. Hélas, elle finit par manquer de carburant. À la fin de sa vie, elle émet un énorme boom,
Une puissante explosion capable d'éclipser une galaxie entière. Ce type d'explosion porte le nom de supernova. Lors de ce boom, les couches extérieures de l'étoile partent dans tous les sens, tandis que le noyau se voit écrasé par sa propre gravité. Si le noyau est suffisamment lourd, il continuera à s'effondrer jusqu'à devenir un trou noir. Et celui-ci, par conséquent, naîtra. Et non, il n'a pas besoin de couches. Ce monstre cosmique grandira à partir de maintenant en avalant tout ce qui s'approche de lui. C'est en gros ce qui se passe actuellement dans notre univers, avec les étoiles supermassives. Mais les quasi-étoiles dans tout ça? La formation d'une quasi-étoile n'a pu avoir lieu qu'au début du développement de notre univers, avant que l'hydrogène et l'hélium ne se fassent contaminer par des éléments plus lourds. Pour cette raison, les quasi-étoiles présentent une caractéristique importante. Elles sont gigantesques, si énormes qu'il est littéralement impossible de les imaginer. Il est possible qu'elles aient été plus grandes que les plus grandes étoiles modernes connues, comme VY Canis Majoris et Stephenson 218. Pas étonnant qu'elles soient si effrayantes. Elles naissaient de proto-étoiles, qui étaient parmi les premières étoiles de l'univers, les arrière-arrière-grands-pères de... tout. Imagine maintenant une proto-étoile si massive que son cœur finisse par s'effondrer en un trou noir, comme nous l'avons décrit précédemment. Mais la différence essentielle, c'est que lors d'une supernova classique, les couches extérieures de l'étoile sont emportées par toute l'énergie libérée. En revanche, avec une quasi-étoile, 16 couches extérieures ont une masse suffisante pour absorber cette énergie et rester en place. Qu'obtient-on au final? Une étoile avec, en son cœur, un trou noir pesant entre 1000 et 10 000 masses solaires. Cette quasi-étoile est environ 14 000 fois plus grande que notre Soleil. C'est la plus grosse étoile que nous connaissions à ce jour. Ce titan céleste ont des propriétés assez folles. Lorsqu'un trou noir se formait au centre d'une proto-étoile, elle se mettait à dégager des tonnes d'énergie. Cette énergie contribuait à équilibrer sa force de gravité, comme avec les étoiles à fusion nucléaire. Elle devenait alors si lumineuse qu'elle ressemblait à une petite galaxie. Ces étoiles avaient une durée de vie assez courte, de l'ordre de 7 millions d'années. À titre de comparaison, notre Soleil a environ 4,5 milliards d'années, et il n'en est qu'à la moitié de sa vie. Au cours de cette brève période, le trou noir atteignait une taille située entre 1000 et 10 000 fois celle de notre Soleil. On pense aussi que les quasi-étoiles étaient très chaudes, avec des températures dépassant les 9700 Celsius. Mais en vieillissant, elles commençaient à se refroidir, et leurs couches extérieures devenaient transparentes. Finalement, leur température n'était plus que d'environ 3800 Celsius. À ce moment, c'en était fini de nos quasi-étoiles. Elles ne pouvaient pas survivre à cette température. Elles se dissipaient donc, laissant derrière elles des trous noirs de masse intermédiaire. Bon, malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve concrète de l'existence de ces quasi-étoiles. Elles auraient seulement existé il y a très très longtemps. Peut-être s'agissait-il d'étoiles dites de population 3, qui sont extrêmement rares et difficiles à détecter. Et il est très peu probable qu'elles existent encore aujourd'hui en raison de leur durée de vie très brève. 7 millions d'années, c'est court. Alors pourquoi les scientifiques croient-ils à l'existence de ces quasi-étoiles? Parce qu'ils cherchent à expliquer comment des trous noirs supermassifs ont pu se former si tôt dans l'histoire de l'univers. On les trouve au centre de la plupart des galaxies. Mais comment ces monstres se sont-ils développés si rapidement? Après tout, il faut énormément de temps pour qu'un petit trou noir se transforme en un trou noir supermassif. C'est de là que vient l'idée des quasi-étoiles. Ces étoiles ne sont pas simplement des titans destructeurs. Elles sont les championnes de la gravité. Elles peuvent plier et déformer n'importe quoi à leur guise. Voilà pourquoi, si elles ont réellement existé, on pense qu'elles ont joué un rôle crucial dans l'évolution des galaxies. Elles auraient tout contribué à façonner l'univers tel que nous le connaissons. Les trous noirs de taille intermédiaire qu'elles ont laissés derrière elles seraient finalement devenus les trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies. Mais nous n'avons pas encore résolu ce mystère cosmique. La détection des étoiles trous noirs s'apparente à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Sauf qu'au lieu d'une aiguille, il s'agit d'un objet invisible et mystérieux, et qu'au lieu d'une botte de foin, il s'agit de la vaste étendue de l'espace. À l'aide d'une technologie assez avancée et de beaucoup de matière grise, nos scientifiques tentent cependant de trouver des réponses. Voici quelques éléments qui peuvent nous aider. Tout d'abord,
Les ondes gravitationnelles. Ce sont des sortes d'ondulations dans l'étoffe de l'espace-temps causées par le mouvement d'objets massifs. Albert Einstein les a prédites au XXe siècle, mais elles n'ont été détectées qu'en 2015, alors que des scientifiques observaient une collision entre deux trous noirs. Cette découverte nous a appris que les trous noirs peuvent fusionner et qu'ils constituent une source puissante d'ondes gravitationnelles. Les scientifiques pensent qu'en étudiant ces ondes, ils pourront en savoir plus sur la formation et la croissance des trous noirs. Nous pouvons aussi essayer de détecter les quasi-étoiles en observant les effets de leur gravité sur leur voisinage. C'est un peu comme quand on essaye de trouver un criminel en examinant des empreintes digitales. Si par exemple un trou noir se trouve à proximité d'une étoile, nous pourrons observer la lumière de celle-ci se déformer. Bien sûr, nous pouvons utiliser nos technologies. Les télescopes à rayons X ou à infrarouge, les radiotélescopes. Cela nous permet d'étudier les trous noirs de différentes manières et à différents stades de leur vie. Nous travaillons donc d'arrache-pied pour découvrir ce qui se cache derrière ces géants célestes. Nous développons en permanence de nouveaux télescopes à la recherche des trous noirs primordiaux et nous essayons de comprendre ce qui lie les étoiles trous noirs à la matière noire. Cela nous mène à des découvertes assez incroyables, comme avec les ondes gravitationnelles. Nous espérons ainsi un jour percer le mystère des quasi-étoiles. Lorsque nous aurons découvert la vérité, nous aurons tourné une nouvelle page de notre histoire scientifique. Au Moyen-Âge, les châteaux étaient des endroits frisquets. Les pierres semblaient irradier le froid de l'hiver. C'est l'une des raisons pour lesquelles des tapisseries étaient accrochées aux murs, afin d'aider à garder le froid dehors et la chaleur à l'intérieur. Mais on ne peut pas accrocher n'importe quoi sur les murs d'un château. La tapisserie doit être belle, héroïque, épique même. Les Grecs anciens accrochaient des tapisseries sur les murs de leurs châteaux célestes. De glorieuses tapisseries tissées d'étoiles. Les 48 constellations de l'hémisphère nord ont toutes été répertoriées et nommées par les Grecs. L'histoire d'Andromède figure sur l'une de ces tapisseries. Tissée de 7 constellations réparties sur l'ensemble du ciel d'automne, elle contient des observations astronomiques détaillées. Tout commence avec la constellation de Cassiopée, reine d'un des plus anciens royaumes d'Afrique, l'Éthiopie. Lorsque la constellation de Cassiopée est visible à l'horizon, elle ressemble à un escalier qui monte vers la Voie lactée. On pense souvent que les pyramides à degrés du monde entier ont été inspirées par ce motif étoilé. En tout cas, Cassiopée est une belle constellation. Ce qui tente à indiquer que la reine Cassiopée n'en était pas moins belle. Belle, mais tout aussi vaniteuse, ce qui est, comme souvent, le déclencheur de toute l'action dramatique. Dans le ciel nocturne, Cassiopée se trouve à l'opposé de la Grande Ourse par rapport à l'étoile polaire. Comme la Grande Ourse, Cassiopée se déplace dans le ciel autour de l'étoile polaire, ce qui en fait une constellation circumpolaire. La supernova Cassiopée A a été observée au sein de Cassiopée vers l'année 1680. Elle s'était produite environ 11 000 ans plus tôt. Le satellite à rayons X Chandra a récemment pris un cliché extraordinaire de ce reste de supernova, montrant les éléments soufre, calcium, silicium et fer au milieu des rayons X de haute intensité du nuage en expansion. L'époux de Cassiopée est aussi une constellation circumpolaire, mais une constellation mineure et peu lumineuse nommée Céphée. Il avait son propre royaume, la fusion de territoires par le biais d'un mariage semblant être une chose plutôt courante dans l'histoire. Céphée était un roi de Phénicie. On trouvait beaucoup de rois en Phénicie, à l'époque où ce n'était qu'un ensemble de cités-États éparpillés le long de la rive orientale de la Méditerranée. Céphée se trouve dans la zone située entre Cassiopée et l'étoile polaire. La constellation de Céphée est importante pour les astronomes. C'est là que Henrietta Swan Leavitt a découvert des étoiles variables qui pulsent à intervalles réguliers. Le taux de pulsation de l'étoile indique sa luminosité réelle et permet de mesurer avec certitude son éloignement. La découverte des étoiles variables céphéides a été une percée majeure pour l'astronomie du début du XXe siècle. Céphée et Cassiopée ont eu une fille, Andromède, elle aussi d'une beauté remarquable et qui est, sans mauvais jeu de mots, la véritable star de l'histoire. Il semble qu'un jour, Cassiopée se soit vantée de sa beauté et de celle de sa fille Andromède. Nous sommes plus belles que toutes les autres femmes du monde entier. Une telle présentation de la part d'une reine aurait pu être excusée. Mais Cassiopée est allée plus loin et a dépassé les bornes. En fait, nous sommes plus belles que toutes les Néréides. Les Néréides étaient des nymphes de mer dans la mythologie grecque, filles de l'océan.
Réputés pour leur beauté et leur bienveillance envers les marins, les Néréides, au nombre de 50, se sont offusqués de se voir ainsi réduites par une simple mortelle. Cassiopée devait être punie pour avoir bafoué l'ordre naturel. La vanité de Cassiopée lui a valu une punition contre l'ensemble de son royaume d'Éthiopie. Un monstre venu du fond des océans, la constellation de la baleine, également nommée Cétus, a commencé à dévaster les villages côtiers d'Éthiopie ainsi que les bateaux de pêche du pays. Cétus est une constellation de l'hémisphère sud céleste, la 4e plus grande en superficie de toutes les constellations. Cétus nage dans une partie sombre du ciel appelée l'océan. Seule sa tête s'élevant au-dessus de l'équateur céleste. Cette partie du ciel contient plusieurs constellations ayant pour thème l'eau, les poissons, le Verseau et l'Éridan, le fleuve. Plus de 50 exoplanètes ont été découvertes au sein de Cétus. Il y a fort à parier que le télescope spatial James Webb s'attachera à analyser le spectre atmosphérique de ces planètes à la recherche de signes de vie. Pendant ce temps, la reine Cassiopée et le roi Céphée doivent faire quelque chose au sujet du monstre qui dévaste les côtes de l'Éthiopie. Ils consultent un oracle et font une autre incartade par-delà des domaines de la raison et de la nature. « Dis-nous, oracle, que pouvons-nous faire pour empêcher le monstre de ravager notre royaume ? Ce monstre n'est pas une affliction normale de la nature. Une offense a été commise contre les royaumes supérieurs. Et voici la punition. Le monstre ne peut être arrêté par aucun moyen normal. Seul un sacrifice humain de l'être le plus noble pourra apaiser la bête. » Une erreur en entraîne une autre. La personne la plus noble du royaume, bien sûr, est la princesse Andromède. Suivant l'ordre de son père avec le consentement, voire même sur la suggestion de sa mère, Andromède est enchaînée à un rocher au large. Elle est le sacrifice humain qui, selon ses parents, sauvera le royaume. Mais attention, voici le fameux héros grec qui vient tout résoudre, arrêter le sacrifice humain et transformer Cétus en pierre, Persée. D'où arrive Persée ? Des îles Hébrides d'après la légende. Persée s'est rendue aux Hébrides à la poursuite de la gorgone Méduse. L'étendue géographique de cette tapisserie est immense. Des Hébrides à la mer Rouge. Les Hébrides sont un archipel d'îles principalement rocheuses au large de la côte ouest de l'Écosse. Il était impossible de naviguer plus loin. Les Hébrides étaient la fin absolue du monde à l'époque, mais Persée n'avait pas eu à naviguer jusqu'à elle. Il a volé sur une paire de sandales ailées. Quant à Méduse, c'était l'une des plus grandes méchantes de tous les temps. Un seul regard de Méduse était si terrifiant qu'il pétrifiait sa victime, ne laissant qu'une statue de pierre. Persée était en grand danger. Alors, qu'a fait notre héros ? Au lieu de regarder directement Méduse, Persée a détourné le principe scientifique de la réflexion. C'est ainsi qu'il a tué Méduse, en regardant son reflet dans son bouclier poli. Dans notre tapisserie du ciel, Persée est représenté tenant la tête coupée de Méduse. Dans le ciel nocturne, un œil de la tête de Méduse s'ouvre, se ferme et s'ouvre à nouveau. Les astronomes arabes ont nommé cette étoile Algol, la goule. Algol est une étoile binaire à éclipse. L'une des étoiles est brillante, l'autre pas tant que ça. Lorsque l'étoile la plus terne tourne autour de l'étoile brillante, elle passe devant cette dernière, l'éclipsant, et l'œil se ferme. Comme l'étoile la plus terne met 2 jours, 20 heures et 49 minutes à tourner autour de l'étoile brillante, l'œil dans la tête de Méduse s'ouvre tous les jours et demi environ. La constellation de Persée se trouve immédiatement sous Cassiopée, et les observateurs du ciel regardent rapidement pour voir si Algol est éclipsé, c'est-à-dire si l'œil de Méduse est ouvert ou fermé. Persée est revenu des Hébrides, accompagné de Pégase, le cheval ailé. La partie centrale de Pégase est le Grand Carré, composé de 4 étoiles. Comme la Terre tourne autour du Soleil, le Grand Carré est en plein centre du ciel nocturne en automne. En été, c'est le triangle d'été, composé de Véga, Deneb et Altaïr, qui se trouve au centre du ciel nocturne. Au printemps, c'est le Lion, et en hiver, c'est Orion le chasseur. Ce sont les murs du château dans le ciel, et tous sont de merveilleuses tapisseries qui les représentent. La constellation d'Andromède partage une étoile nommée Alphératz avec Pégase. C'est l'un des coins du Grand Carré. Il semble donc qu'Andromède puisse chevaucher Pégase. Sa couronne, souviens-toi que c'est une princesse, flotte tout près. C'est M31, la galaxie d'Andromède. Pour voir M31, il faut traverser les coins du grand carré de l'étoile la plus basse à l'étoile la plus haute et aller un peu plus loin pour voir la galaxie d'Andromède. Assure-toi de la regarder du coin de l'œil.
C'est ce qu'on appelle la vision détournée. Les coins de tes yeux sont plus sensibles à la lumière. Tu pourras donc voir l'énorme galaxie spirale, située à 2,5 millions d'années-lumière, comme une tache lumineuse 1,5 fois plus large que la pleine lune. Persée ne veut pas de sacrifice humain, de sorte qu'il s'interpose et sauve Andromède en exposant Cétus au regard de Méduse. Et c'est là que nous rencontrons la deuxième variable éclipsante de notre tapisserie du ciel, Mira, l'étoile du cœur de Cétus, le monstre des mers. Mira, d'où nous vient le mot miroir, si approprié dans une histoire de vanité, est une étoile binaire à éclipse. L'étoile la plus terne, en orbite autour de l'étoile brillante, est une naine blanche, trop diffuse pour être perçue à l'œil nu. On a l'impression que le cœur de Cétus s'éteint. Mira est éclipsée et disparaît. Ce cycle se répète tous les 332 jours. Notre fabuleuse tapisserie d'étoiles possède les 2 seules étoiles binaires à éclipse visibles à l'œil nu. La galaxie spirale la plus proche, ainsi qu'un héros qui n'aime pas les sacrifices humains et utilise les principes de l'optique pour vaincre des monstres mythologiques. Si tu avais un château, tu pourrais l'y accrocher. Regardez ce monstre flamboyant. C'est une naine blanche. Ces étoiles sont connues pour engloutir les objets qui passent près d'elles. Et, un jour, ces objets pourraient là bien être les planètes de notre propre système solaire. Selon une nouvelle étude, certaines régions du système solaire seront attirées par une naine blanche, puis écrasées et finalement réduites en une fine poussière, comme des grains de café dans un moulin à lame. Cette analogie vous plaît? L'état de naine blanche correspond à la dernière étape de la vie d'une étoile. Il s'agit d'un objet petit et très dense, généralement de la taille d'une planète, le résultat d'une faible masse et de l'épuisement de tout le combustible nucléaire disponible en son cœur, et de la perte de ses couches extérieures. Lorsque notre Soleil se transformera en naine blanche, ce qui ne manquera pas d'arriver, il détruira les astéroïdes et les lunes présents autour de Mars et de Jupiter. Ils seront pulvérisés par sa gravité. La Terre, elle, sera engloutie avant même que le Soleil ne se transforme en naine blanche. Mais cela ne se produira pas avant 6 milliards d'années. Les chercheurs qui travaillent sur ce sujet sont parvenus à ces conclusions en observant ce qui est arrivé à des corps spatiaux, astéroïdes, lunes et planètes, qui passaient à proximité de 3 naines blanches. Pendant 17 ans, ils ont observé et analysé des transits, c'est-à-dire le moment où la luminosité d'une naine blanche diminue parce qu'un objet en orbite stable passe devant elle. Dans le cas des naines blanches, nous pouvons prédire ces transits et les utiliser pour étudier les étoiles elles-mêmes et les objets célestes qui passent devant elles. Ainsi, lorsqu'un objet s'approche trop près d'une naine blanche, l'immense gravité de l'étoile le déchire en des fragments de plus en plus petits. L'équipe de scientifiques a également découvert que les transits de ces débris sont chaotiques. De plus, ils ont généralement une forme étrange, ce qui signifie qu'ils ne cessent de se désagréger. La première naine blanche, utilisée pour étudier ce processus, semblait stable et relativement calme au cours des dernières années écoulées. Mais les scientifiques ont découvert des preuves d'un événement catastrophique majeur survenu aux alentours de 2010. L'étoile suivante s'assombrit de manière irrégulière tous les quelques mois avant de s'éclaircir à nouveau. Le comportement de la troisième naine blanche était proche des prévisions théoriques. Ces transits variaient en nombre, en forme et en profondeur. Mais la dernière étude a montré aux chercheurs que ces transits ont maintenant complètement cessé. Cela témoigne de la nature imprévisible des transits. 1 minute, vous les voyez. L'instant d'après, ils ont disparu. La raison pourrait en être l'environnement chaotique dans lequel ils se produisent. Quant à notre système solaire, et à notre planète en particulier, son destin est plutôt sombre. La Terre sera avalée par le Soleil en expansion avant même que notre étoile ne se transforme en naine blanche. Dans le reste du système solaire, plus loin du Soleil, certains astéroïdes situés entre Mars et Jupiter ainsi que certaines des lunes de Jupiter seront également détruits. Ils risquent en effet d'être délogés et de s'approcher trop près de la naine blanche. Toutefois, les astronomes ne sont pas certains à 100% que c'est exactement ce qui doit se passer dans notre système solaire. Il ne nous reste plus qu'à attendre de voir comment les choses évoluent durant les prochains 6 milliards d'années. En ce qui concerne les naines blanches, les scientifiques en ont récemment découvert une dont la surface présente une étrange cicatrice métallique. Cette tache pourrait s'être formée au moment où l'étoile a déchiqueté puis englouti une minuscule planète qui tournait autour d'elle. Les naines blanches, présentant des traces de métal dans leur atmosphère, ne sont pas rares. Ces traces sont causées par des planètes qui tombent sur les étoiles en raison de leur immense gravité. Les experts ont longtemps pensé que ces métaux devaient être répartis uniformément à la surface de ces naines blanches polluées.
Mais une nouvelle étude a permis de découvrir une naine blanche présentant une étrange tache de métal concentré. Cette étoile a été observée pendant 2 mois à l'aide du très grand télescope installé au Chili. Les chercheurs ont découvert une tache de métal opaque. Elle était située au-dessus de l'un des pôles magnétiques de l'étoile et bloquait une partie de sa lumière lors de sa rotation. Sur la base de cette observation, les astronomes ont conclu que le matériau avait pu être attiré vers l'étoile par le puissant champ magnétique de cette dernière. Ce processus est similaire à celui qui provoque les aurores boréales sur Terre, où des particules chargées suivent le champ magnétique jusqu'à la surface. La planète détruite par la naine blanche était très probablement petite, de la même taille que l'astéroïde Vesta dans le système solaire, qui ne mesure que 525 km de diamètre. Ces débris sont désormais bien visibles à la surface de l'étoile hôte. Il est donc plus facile pour les chercheurs d'examiner la géochimie de la planète avant qu'elle ne soit dévorée. Une telle étude pourrait même s'avérer être l'un des meilleurs moyens d'observer les petits mondes situés au-delà du système solaire, même s'ils ont déjà disparu. Il pourrait y avoir beaucoup d'autres étoiles balafrées comme celle-ci. L'étoile en question était la première, mais probablement pas la dernière. Mieux encore, les astronomes ont déjà découvert 2 naines blanches qui semblent présenter des cicatrices similaires. L'observation répétée de ces étoiles pourrait nous aider à percer encore plus de secrets et à faire d'autres découvertes. Une autre naine blanche étrange, découverte il n'y a pas si longtemps, semble avoir cessé de se refroidir en raison de la formation de cristaux internes. Cette découverte remet en question les théories existantes sur le vieillissement des étoiles ainsi que les méthodes d'estimation de leur âge. Mais les scientifiques ont peut-être compris la raison de ce phénomène. Les naines blanches sont considérées comme des étoiles mortes, c'est-à-dire qu'elles ne cessent de se refroidir, et que ce processus ne peut généralement pas être inversé ou interrompu. Mais en 2019, le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne a découvert un certain nombre de naines blanches qui avaient cessé de se refroidir depuis plus de 8 milliards d'années. Cela pourrait signifier que certaines naines blanches peuvent générer beaucoup d'énergie supplémentaire, et cela va à l'encontre de la théorie classique de l'étoile morte. Au début, les astronomes n'arrivaient pas à comprendre comment cela pouvait se produire. Plus de 97% des étoiles de la Voie lactée se transforment en naines blanches. Les astronomes ont longtemps pensé que ces étoiles étaient en fin de vie. Après avoir épuisé leurs réserves d'énergie nucléaire, elles cessent de produire de la chaleur et se refroidissent. Le plasma dense qu'elles contiennent finit par geler et l'étoile se solidifie de l'intérieur. L'ensemble du processus peut prendre des milliards d'années. Mais de nouvelles données indiquent que dans certaines naines blanches, ce plasma dense ne se contente pas de geler. Au contraire même, les cristaux solides qui se forment lors du refroidissement deviennent moins denses et commencent à flotter vers le haut. Et ils déplacent ainsi le liquide, plus lourd, vers le bas. Le mouvement de cette matière vers le centre de la naine blanche libère de l'énergie gravitationnelle. Cette énergie est suffisante pour interrompre le processus de refroidissement de l'étoile pendant des milliards d'années. Cette explication correspond en fait aux propriétés des naines blanches que l'on a pu observer. Mais c'est la première fois qu'un tel processus est identifié dans un tout autre type d'étoile, et c'est incroyablement fascinant. Nous avons là un phénomène astrophysique tout à fait nouveau. Mais pourquoi cela se produit-il chez certaines étoiles et pas chez d'autres? Cela dépend probablement de la composition de l'objet. En effet, certaines naines blanches sont issues de la fusion de 2 étoiles différentes. Lorsqu'elles entrent en collision et forment une naine blanche, la composition de l'étoile change, ce qui permet la formation de ces cristaux flottants. Cette découverte pourrait obliger les astronomes à revoir les méthodes qu'ils utilisaient jusqu'à présent pour déterminer l'âge des étoiles. À l'heure actuelle, on utilise souvent l'état de naine blanche comme indicateur d'âge. Plus une étoile est froide, plus on pense qu'elle est âgée. Mais aujourd'hui, nous savons que le processus de refroidissement de certaines naines peut être retardé. Et cela fait vaciller les certitudes concernant les méthodes utilisées. Certaines étoiles pourraient être beaucoup plus vieilles qu'on ne le pensait, avec un écart de plusieurs milliards d'années. Ce phénomène récemment découvert signifie que certaines de ces étoiles sont en mesure de briller presque normalement pendant des milliards d'années supplémentaires. Cela complique les mesures et remet en question l'utilisation des naines blanches dans la reconstitution de l'histoire galactique. Restez à l'écoute. Localiser l'étoile polaire est relativement aisé par une nuit claire. Il suffit simplement d'identifier la Grande Ourse. Les 2 étoiles situées à l'extrémité de la casserole de cette constellation servent de repère et indiquent la direction de l'étoile polaire. Vous la voyez? C'est le bout du manche de la casserole. Ou, si l'on préfère, la queue de la petite ourse.
juste là. Depuis des siècles, l'étoile polaire fascine les observateurs. Également appelée Polaris, elle brille presque exactement au-dessus du pôle nord terrestre, ce qui en fait un repère précieux pour tout voyageur privé de boussole ou de GPS sur son téléphone. C'est aussi la céphéide la plus proche de notre planète, un type d'étoile qui oscille périodiquement en luminosité et en taille. De plus, Polaris appartient à un système binaire. Elle possède une compagne plus discrète, nommée Polaris B. Depuis la Terre, on peut d'ailleurs observer cette dernière en orbite autour de l'étoile polaire. Mais à mesure que les astronomes scrutent Polaris, leur perplexité grandit. Le principal obstacle réside dans l'incapacité à s'accorder sur sa taille et sa distance. Pour estimer ses paramètres, ainsi que son âge, les scientifiques utilisent plusieurs techniques. L'une d'entre elles repose sur l'évolution stellaire. Après avoir étudié la luminosité, la couleur et la fréquence des pulsations d'une étoile, les experts peuvent en déduire son éclat, sa taille et son stade d'évolution. Une fois ces paramètres établis, il devient relativement simple de calculer sa distance. Il s'agit d'une opération mathématique fondée sur la comparaison entre sa luminosité intrinsèque et l'intensité avec laquelle elle est perçue depuis la Terre. Ces modèles sont particulièrement fiables pour des étoiles comme Polaris, dont la pulsation est directement liée à la luminosité. Cette relation permet d'estimer leur distance avec précision. Les astronomes font tellement confiance à cette approche qu'ils l'utilisent pour mesurer les distances à grande échelle dans l'univers, faisant des céphéides un outil fondamental en astronomie. Toutefois, d'autres méthodes d'analyse de l'étoile polaire entrent en contradiction avec ces modèles. Polaris est une étoile binaire astrométrique, ce qui signifie que son étoile compagne gravite autour d'elle en suivant une trajectoire bien définie. Depuis la Terre, cette orbite donne l'impression d'un cercle tracé autour de l'étoile principale. La révolution complète de l'astre secondaire prend environ 26 ans. Bien que les astronomes n'aient pas encore observé en détail l'ensemble de l'orbite de Polaris B, ils disposent de suffisamment d'éléments pour en déduire sa trajectoire. En appliquant les lois de la gravitation de Newton, ils peuvent ainsi calculer les masses des deux étoiles. Ces calculs, croisés avec les récentes mesures du télescope spatial Hubble, fournissent des estimations très précises. Ils indiquent que Polaris possède une masse environ 3,45 fois supérieure à celle du Soleil. Pourtant, cette valeur est bien inférieure à celle avancée par les modèles d'évolution stellaire, qui suggèrent une masse avoisinant 7 fois celle du Soleil. Il y a une autre particularité étrange dans ce système stellaire. En calculant l'âge des étoiles, les chercheurs ont découvert que Polaris B était beaucoup plus vieille que sa compagne. Ceci est très rare dans un système binaire, car en général, les deux étoiles sont du même âge. Une des explications possibles serait que l'une des mesures utilisées pour déterminer cet âge soit incorrecte. Polaris demeure une étoile difficile à étudier. En raison de sa position au-dessus du pôle Nord, elle échappe à la vue de la majorité des télescopes. Ceux qui disposent de l'équipement nécessaire pour mesurer ses propriétés avec une grande précision sont en général utilisés pour l'observation d'étoiles plus éloignées et moins lumineuses. Polaris, avec sa lumière intense, éblouit ces instruments, les empêchant de l'étudier correctement. Une théorie intéressante propose que l'étoile principale du système Polaris ait autrefois formé un système binaire, mais que les deux étoiles aient fusionné il y a plusieurs millions d'années. Cette collision aurait pu les rajeunir en leur apportant de la matière supplémentaire, ce qui leur donne l'air d'être plus jeunes qu'elles ne le sont réellement. Ce phénomène pourrait aussi expliquer d'autres anomalies, car les étoiles issues de telles collisions ne correspondent pas au modèle d'évolution classique. Cependant, il est important de noter qu'aucune de ces hypothèses n'a encore été confirmée. L'étoile polaire revêt une importance capitale. En raison de la rotation incessante de la Terre, les étoiles semblent se déplacer à travers le ciel. Et ce mouvement, combiné à l'inclinaison de la planète, est à l'origine des saisons. Si l'on traçait une ligne droite en prolongeant l'axe autour duquel la Terre tourne, et si l'on l'étendait sur plus de 300 années-lumière au-delà du pôle Nord, on aboutirait à l'étoile polaire. Polaris reste pratiquement immobile dans le ciel, pointant sans cesse vers le nord. Cela en fait un outil de navigation indispensable, particulièrement avant l'apparition des systèmes GPS. Si vous vous trouviez à l'équateur, l'étoile polaire serait juste au niveau de l'horizon, tandis qu'au pôle Nord, elle se situerait directement au-dessus de vous. En mesurant la hauteur de l'étoile dans le ciel, il est possible non seulement de s'orienter, mais également de déterminer votre position sur Terre avec une grande précision. Il est curieux de constater qu'il n'existe pas d'étoile équivalente au pôle Sud, car il n'y a pas d'astre suffisamment lumineux directement au-dessus de cette région. Toutefois,
il est possible qu'une telle étoile apparaisse un jour. Ce phénomène pourrait être lié à la précession, le mouvement similaire à celui d'une toupie en rotation qui entraîne un changement progressif de l'orientation des pôles terrestres. Ainsi, dans les 26 000 ans à venir, il est possible que l'étoile du Nord change, passant de Polaris à d'autres étoiles. Un jour, Vega prendra la place de l'étoile polaire. C'est la 5e étoile la plus brillante du ciel nocturne et la 2e plus brillante de l'hémisphère céleste nord. Vega est également appelée Alpha Lyrae, car elle est l'étoile principale de la constellation de la Lyre. Elle a joué un rôle central pour les civilisations depuis l'Antiquité, grâce à sa grande luminosité et sa couleur bleue qui la rendent très reconnaissable. Vega a déjà été l'étoile polaire il y a plusieurs milliers d'années et devrait retrouver ce titre dans environ 12 000 ans. Cette étoile se trouve à seulement 25 années-lumière de la Terre et n'a que 450 millions d'années, soit bien moins que notre système solaire, âgé de 4,6 milliards d'années. Les astronomes l'étudient pour mieux comprendre les systèmes stellaires en formation. Vega se trouve presque directement au-dessus de nos têtes en été, aux latitudes moyennes nord. Elle se cache derrière l'horizon pendant seulement 7 heures par jour et est visible toutes les nuits de l'année. En voyageant plus au sud, on s'aperçoit que Vega disparaît sous l'horizon pendant des périodes plus longues, mais en Alaska, au nord du Canada et dans certaines régions d'Europe, elle ne se couche jamais. Sa lumière bleu-blanc a été remarquée dans de nombreuses cultures parmi les plus anciennes, des Chinois aux Polynésiens en passant par les Hindous. Le nom de Vega peut se traduire par « chute » ou « rapt », faisant référence à la période où l'on voyait cette constellation comme un vautour en vol plutôt qu'une lyre. Vega a aussi été la première étoile à être photographiée, après le Soleil bien sûr. En 1850, des astronomes de l'observatoire du collège de Harvard ont utilisé un réfracteur de 38 cm pour la capturer en images. 20 ans plus tard, un astronome amateur a analysé la lumière de Vega, dévoilant ainsi les différents éléments qui composent l'étoile. En 2006, grâce aux observations télescopiques, les scientifiques ont découvert que Vega tournait à une vitesse telle que ses pôles étaient de plusieurs milliers de degrés plus chauds que son équateur. L'étoile effectue une rotation toutes les 12 heures et demie, atteignant 90% de sa vitesse de rotation critique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle un objet risque de se désintégrer. En 2013, des chercheurs ont annoncé la découverte d'une ceinture d'astéroïdes autour de Vega, suggérant la possibilité de planètes parmi ces roches spatiales. Cette ceinture se divise en 2 zones. Une région extérieure composée d'astéroïdes glacés et une région intérieure avec des roches plus chaudes. Les scientifiques peuvent étudier des étoiles brillantes comme Vega grâce à la mission TSS de la NASA, dont le nom signifie Transiting Exoplanet Survey Satellite. Lancé en 2018, ce satellite dédié à l'observation de l'ensemble du ciel a pour objectif principal la recherche d'exoplanètes. Mais il permet également d'analyser la variabilité stellaire. En étudiant des étoiles comme Vega, TESS aide les scientifiques à mieux comprendre les premières étapes de l'évolution des étoiles.